Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 qu'on a avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fraîche. Ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Alors, on parle de quoi? Ce matin, nous sommes le 25 mars, donc nous allons partir 64 ans en arrière. Aujourd'hui, on célèbre justement les 64 ans de la création, de la signature des traités qui vont instituer deux institutions, notamment la Communauté économique européenne et ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique. La Communauté économique européenne va par la suite devenir l'Union européenne. Alors donc, le 25 mars 1957, donc, il y a 6 pays qui signent ce qu'on appelle le traité de Rome. Donc l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Alors, ces traités-là vont rentrer en vigueur le 14 janvier 1958. Et justement, le traité de Rome de la Communauté économique européenne va apparaître par la suite comme un véritable facteur de développement européen. Pourquoi ? À travers les mécanismes qu'il va mettre en œuvre. D'abord, il y a le marché commun. Il faut savoir que ce marché commun-là va impliquer d'abord une union douanière des États membres, c'est-à-dire qu'on va progressivement éliminer les droits de douane et les contingents pour les marchandises qu'ils échangent, ainsi que mettre en place une politique commerciale et un tarif douanier commun à l'égard des États tiers. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont également intégrer dans le marché commun les principes de la libre concurrence, notamment grâce à l'interdiction des ententes entre les entreprises ainsi que des aides d'État, à l'exception de celles qui ont un caractère social. Et en outre, il va y également avoir la circulation des marchandises, le marché unique prévoyant justement l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Et donc, le fonctionnement de ce marché unique va rendre nécessaire un rapprochement des législations nationales et l'élaboration de politiques européennes communes. Ce traité de Rome-là va également prévoir l'instauration de politiques communes, non seulement dans le domaine de la concurrence et du commerce, mais également dans ceux du transport et de l'agriculture. Tous les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer seront également associés au marché commun dans le but évidemment d'accroître les échanges et de poursuivre un commun effort de développement économique et social. Et justement, le traité de Rome va permettre la création de 5 institutions européennes qui existent notamment jusqu'aujourd'hui. Il y a d'abord la Commission européenne. Il y a ensuite le Conseil des ministres, il y a le Parlement européen, il y a la Cour de justice et il y a également le Conseil économique et social. Alors, il faut savoir que la Communauté économique européenne et la Communauté Euratom, à l'opposé de la Communauté européenne de la défense, que Jean Monnet, qui est l'un des pères fondateurs de l'Europe, va tenter de mettre en œuvre en 1952 pour essayer de renforcer, si tu veux, la coopération militaire entre les États membres. Cette communauté européenne de la défense va malheureusement connaître un échec prématuré en 1954 pour 2 raisons. La première raison, c'est que évidemment les Américains et les Russes, dans un premier temps, vont voir d'un très mauvais œil le fait que, d'une part, les Européens puissent vouloir organiser eux-mêmes leur propre défense, mais eux, ils l'expliquaient par quoi ? Ils l'expliquaient d'abord par la menace soviétique qui est juste à côté, parce que l'Europe est accolée à l'Union soviétique. Et puis la deuxième chose, c'est que l'échec de 1952, c'est-à-dire celui de la tentative de reprise du canal de Suez, j'en avais parlé ici, par les Britanniques et les Français, le fait qu'ils l'ont tenté de le reprendre de force aux Égyptiens, va être véritablement un succès militaire puisqu'ils vont parvenir à cette fin-là, mais ça va être avéré comme étant un échec diplomatique cuisant puisque les États-Unis et l'URSS ne vont pas soutenir les Italiens, les Français et les Britanniques dans cette tentative-là. Et donc, ils vont être obligés, à leur compte défendant, de se retirer d'Égypte et de céder le canal de Suez aux Égyptiens. Et donc, justement, le fait qu'il n'y avait pas un consensus sur le plan européen entre les Européens et leurs alliés américains ou leurs voisins soviétiques va évidemment faire ressentir aux Français aux Européens, le fait qu'ils
pouvaient parfois se retrouver seuls sur le plan de la défense. Et le fait aussi que les opinions publiques européennes n'avaient pas véritablement soutenu cette initiative-là de reconquête du canal de Suez par les Britanniques et les Français, donc vont également jouer vont également avoir une conséquence dans cette décision-là. Et donc, lorsque Jean Monnet, qui avait déjà créé à partir de 1950-51, la communauté européenne du charbon et de l'acier, va en réalité, du fait de ce succès-là, tenter d'élargir, si tu veux, le domaine de compétences de son organisation. Et là, il va tenter de mettre en place la communauté européenne de la défense qui va s'avérer être un échec. Et donc, pour cela, lorsqu'il élabore le traité de la communauté économique européenne et le traité Euratom, notamment avec le Belge Paul-Henri Spaak, eh ben, ils sont conscients du fait qu'il faut trouver des domaines dans lesquels les opinions publiques puissent adhérer notamment au projet parce qu'ils sont moins clivants notamment. Et pour eux, le facteur justement le plus fédérateur des peuples et des politiques nationales, c'est justement le volet économique. Et ils vont donc décider de créer cette communauté économique européenne. Et la communauté européenne de l'Euratom, lui, vise non pas à créer une espèce de industrie européenne de l'atome, non. Elle vise plutôt à aider les différents États membres à développer leurs infrastructures par le biais de l'investissement et la formation dans le domaine de l'industrie atomique, parce qu'il faut savoir que dans les années 60, l'industrie atomique ou l'atome était considérée comme étant l'industrie du futur. Et donc, il fallait qu'on ne laisse pas cette industrie-là entre les mains uniquement des soviétiques d'un côté et des américains de l'autre. Il fallait aussi que les Européens aient leur mot à dire parce qu'ils avaient une certaine expertise en la matière. Et donc, il ne fallait pas être mis de côté face à ces deux superpuissances-là que représentaient l'URSS et les États-Unis. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en même temps qu'ils ont mis en place le traité instituant la communauté économique européenne, ils vont également instituer celui de la communauté européenne de l'atome. Évidemment, il va y avoir dans un premier temps donc de très très bons résultats. Pourquoi ? Parce que à la différence justement, comme je le disais, de la communauté européenne du charbon et de l'acier, eh ben, il va y avoir une plus large compétence en termes d'action de la part du traité, parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, non seulement le marché commun, c'est-à-dire on prévoit progressivement de lever les barrières douanières, progressivement on harmonise les législations en matière de douane, en matière de transport, en matière de logistique et autres, et puis évidemment on commence à mettre en place, on commence à élargir notamment au niveau de l'agriculture. Et par le biais des institutions européennes, ces institutions aussi vont notamment évoluer, notamment le cas du Parlement européen, qui au départ, bien que le traité va entrer en vigueur à partir de 1965, notamment avec un autre traité à côté qu'on appelle le traité de fusion, c'est-à-dire ce traité-là qui permet au Conseil et à la Commission de devenir des institutions communes à la fois à la communauté économique européenne, à Euratom et à la CECA, le Parlement européen va, à partir de 1979, voir leurs membres élus au suffrage universel direct. Et puis, il y aura la Cour européenne de justice, qui, bien qu'instituée en 1952, va par la suite voir ses compétences élargies et aura notamment pour principale tâche d'assurer le respect du droit communautaire dans l'application et l'interprétation des traités. Et puis, il y a le Conseil économique et social européen qui, en réalité, a été fondé sur la base du modèle français. Alors, son rôle est d'apporter un avis consultatif sur les différents projets qui lui sont fournis. Et puis, plus tard, il y aura également la création d'autres institutions, notamment le Fonds social européen, qui a pour but d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie. Et il y a également la Banque européenne d'investissement, qui, elle, est destinée à faciliter l'expansion économique de la communauté par la création de ressources nouvelles. Alors, évidemment, le traité de Rome va connaître également des modifications au cours de son évolution, notamment
notamment par la signature de l'acte unique européen en 1986, qui va fixer l'achèvement du marché intérieur au 1er janvier 1993. Il y aura également le traité de Maastricht, signé en 92, qui voit notamment la création, la transformation de la communauté économique européenne en Union européenne, notamment par le biais d'un renforcement de la coopération européenne dans de nouveaux domaines politiques. Et évidemment, c'est ce traité de Maastricht qui prend également la décision d'adopter une monnaie unique. Il y aura évidemment le traité d'Amsterdam, signé en 1999, et le traité de Nice de 2001, qui vont ensuite prolonger l'évolution de l'Union et chercher à adapter son système institutionnel en fonction des perspectives à venir. Et puis, il y a également un traité établissant une constitution européenne de 2005 qui va malheureusement être un échec, notamment à travers le traité de Lisbonne. Il faut savoir que le traité de l'Union instituant une constitution européenne ayant été rejeté par les différents référendums populaires qui vont être organisés en 2005, le Parlement européen va donc adopter le traité de Lisbonne en 2009 et qui va plutôt essayer d'adapter en quelque sorte les règles anciennes et nouvelles pour permettre en réalité une meilleure coordination de l'Europe à 27 États membres. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, on va passer de 1957 de 6 à en 2009 à 27 membres. Et donc, depuis lors, cette évolution européenne, cette communauté économique européenne ne fait pas que des heureux, parce qu'évidemment, il y a aussi ceux qui sont farouchement contre, qui sont contre l'Union européenne, ce qu'on appelle des eurosceptiques. Alors, les eurosceptiques, on peut les regrouper grosso modo en deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle on peut dire les eurosceptiques durs, c'est-à-dire ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler de l'Union européenne, dans le sens où ils estiment que l'Union européenne, plutôt, est en opposition avec la souveraineté des États, et donc la souveraineté des peuples, et donc l'Union européenne tue même la notion, l'idée même de nation, nation au sens des États. Et donc pour eux, évidemment, ils ne rejettent pas la coopération entre États, mais pour eux, le fait que des États remettent certaines de leurs prérogatives à une entité qui est au-dessus d'elle et qui n'est pas directement responsable auprès des peuples. Donc pour eux, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et surtout, ils voient en l'Union européenne une grosse machine technocratique qui ne comprend absolument pas les aspirations des peuples. Et donc, qui agit plus pour ses intérêts propres que pour les intérêts des populations. Donc ça, c'est vraiment ceux qui ne veulent absolument pas. Ils veulent absolument l'abolition même du traité de Rome et tous les différents traités qui sont venus par la suite, qui instituant évidemment la communauté européenne et aujourd'hui l'Union européenne. Et puis, il y a ceux qu'on peut considérer comme des eurosceptiques soft, en quelque sorte. Eux, ils ne sont pas contre l'Union européenne, mais ils sont contre la manière dont se fait l'intégration européenne. C'est-à-dire que les différentes politiques qui sont mises en œuvre par la Commission européenne, par le Conseil européen, par les différentes institutions européennes, pour eux, ils n'en veulent pas. Ils veulent une autre politique européenne, plus sociale, plus proche des peuples, parce qu'il faut savoir que la plupart des pays ou la plupart des partis politiques qui sont pour une remise en cause des différentes décisions prises par l'Union européenne sont pour la plupart du temps des partis qu'on peut qualifier de progressistes, des partis que l'on dit de gauche, parce qu'ils reprochent justement la plupart du temps le positionnement à droite, c'est-à-dire le positionnement capitaliste de l'Union européenne. Donc ceux-là, évidemment, constituent également l'autre base de ce que l'on peut qualifié d'eurosceptiques. Et donc, la plupart des mouvements eurosceptiques que l'on retrouve en Europe, il faut le savoir, sont des mouvements de droite. On a par exemple l'Union nationale, le Rassemblement national en France. On a également le Mouvement pour la France de Nicolas Dupont-Aignan. On a en Italie, on a la Ligue du Nord. On a le Parti Jobbik en Hongrie. On a l'Alliance civique démocratique en République tchèque. On a le Parti de la Grande Roumanie, où on a également la Ligue des grandes familles polonaises. Donc, ceux-là, évidemment, pour la plupart, ce sont des partis qui, certes,
soit veulent une sortie totale de l'Union européenne, soit veulent une remise en question du fonctionnement et des orientations prônées par l'Union européenne. Alors, que l'on soit pour ou contre, il faut quand même reconnaître que, évidemment, la mise en œuvre de la communauté européenne a été également quelque chose de très positif pour les Européens, parce qu'il faut savoir par exemple que entre 1958 et 1970, grâce à la communauté économique européenne, grâce au traité de Rome, on a pu assister à des transformations spectaculaires en Europe. Il faut savoir que par exemple, le commerce intracommunautaire sera multiplié par 6, tandis que les échanges entre les pays de la CEE et les pays tiers seront multipliés par 3. Il faut savoir que le produit national brut moyen de chaque pays va progresser de 70%. Donc, on voit bien que durant les 12 premières années qui ont suivi la mise en œuvre du traité de Rome, il va y avoir des transformations économiques spectaculaires au sein des pays membres de l'Union européenne. Et c'est justement ce qui va animer les différents responsables politiques des pays membres à, d'une part, accroître la coopération, c'est-à-dire en ajoutant des domaines de compétences à l'Union européenne et deuxièmement en élargissant l'Union européenne en nombre de pays. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que l'on soit passé de 6 à 27 pays aujourd'hui, malgré le départ des Britanniques. Donc l'Union européenne, sur le plan économique, reste une très grande réussite parce qu'elle aura permis le développement économique des États membres, mais sur le plan politique, évidemment, tout reste à faire parce qu'il y a encore aujourd'hui de profondes divergences, de profondes oppositions, notamment soit sur sa politique en elle-même, soit même sur les fondements même qui expliquent sa création. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur les 64 ans du traité de Rome. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.